Échange authentique, nouvel épisode. Ah, c'est déjà le troisième, le quatrième, pardon, de l'année. Waouh. Bonjour Cindy, et très heureux de t'accueillir, pardon, Cindy Trier. Bienvenue à toi. Mais merci Stéphane, je suis ravie d'être à tes côtés ce jour. Un vrai honneur. Mais de même, partagez. Alors, on va parler de ta vie, on va parler de l'apprentissage, notamment à l'âge adulte, mais on va essayer de parler de l'apprentissage tout court parce que c'est quand même un point intéressant. Puis en plus, c'est un petit point commun qu'on a tous les deux quand même là-dessus. Hmm, c'est pas Bon. faux. Allez, on va commencer par la question la plus difficile. Je sais que c'est toujours ça. Qui es-tu, Cindy Trier? Eh bien, écoute, Stéphane, moi, je suis une jeune femme qui atteint presque ses 40 printemps, mais qui le vit plutôt bien, somme toute, et qui a cette chance extraordinaire d'avoir une vie assez trépidante, puisque depuis 11 années maintenant, je suis chef d'entreprise et sous le couvert de cette casquette de gérante, j'ai le bonheur de cumuler un certain nombre de casquettes qui s'imbriquent toutes les unes aux autres. La première, celle qui a fait le cœur de mon métier, c'est le consulting. J'interviens auprès des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des actifs qui ont à cœur de mieux gérer leurs équipes, d'apprendre à dire les choses avec le tact et la pédagogie requise pour que l'on n'ait pas la boule au ventre d'aller travailler et de la même façon d'apprendre comment il est possible de s'exprimer sur une scène, de s'exprimer à l'oral devant un public. Ça, c'est finalement la première casquette qui est la mienne. Et puis au fil des ans, je suis devenue chroniqueuse radio. J'ai eu la chance extraordinaire de devenir l'animatrice micro, notamment pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France, donc la petite Jean-Pierre Foucault de la région. Et puis, je suis également auteure, romancière de plusieurs ouvrages sur le thème du rebond, de la reconstruction, de la résilience. Et depuis une petite semaine, je suis l'auteure et fondatrice du podcast Les coulisses de l'audace, qui est une émission filmée à vocation de mettre en lumière des personnalités qui ont eu le courage et le cran d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Quel programme? On a tout ça à Je- voir là pendant une petite heure. On va parler de tout. On va Ah, parler écoute, de j'en suis tout. ravie. J'ai une autre petite question avant de démarrer. Tu as un accent Dis-moi. qui chante, non? Tu sais, et c'est horrible D'où parce qu'avec es-tu? le casque, je m'entends d'autant plus. D'où es-tu? Je suis dans le Gers, à proximité de Toulouse, mais j'ai vécu un peu partout en France et je crois que c'est un véritable melting pot. Donc, pardon pour tes auditeurs Non, y a pas de pour cet souci. C'était accent juste un peu marqué. pour éviter que les gens se posent la question pendant pendant tout le podcast. Bon, bah, allez, on va parler vraiment apprentissage, puis on va remonter pas si loin que ça, parce que tu m'as dit que t'étais près des 40 ans, donc on n'est pas si loin. C'est Euh, gentil. Tu sais parler aux dames. T'as vu un peu, hein. J'ai pas demandé ton âge, c'est toi qui l'as donné. C'est pas faux. Euh, Assumé. Qui était Cindy à l'école? Comment tu fonctionnais, toi, et c'était quoi ton rapport à l'apprentissage? Parce qu'on en a parlé un petit peu en off juste avant, et tu me disais, l'école, c'est pas ce que je préférais, c'est pas ce que je préférais. Alors, pour être parfaitement transparente avec toi, il y avait la Cindy extrêmement appliquée. J'ai toujours été une grande travailleuse, une forcenée, je dirais même. Et pendant des années, j'ai même ce souvenir que mon papa, hein, même à l'âge de 17 ans, de 18 ans, me disait, mais ma fille, je sors de ta chambre, je t'amène en boîte de nuit. Je me lève et je viens te récupérer, mais sors et arrête de travailler. Donc, j'ai toujours été une grosse bosseuse. Mais il y a un véritable paradoxe, c'est que ça pourrait donner l'image de quelqu'un qui se fait mousser, certainement pas. C'est que je manquais cruellement de confiance en moi. J'étais terrifiée, je dis bien terrifiée par la peur de l'échec. Quand on me reparle de l'école, j'en ai presque une réaction épidermique pour la bonne et simple raison que j'en ai terriblement souffert. Pendant des années, j'ai multiplié les crises d'eczéma, les ulcères. J'ai fait vraiment des crises de tétanie dès lors qu'il fallait se préparer à un examen ou lorsque j'attendais les résultats. Et cela, il m'a parlé de l'école, je ne m'éloigne pas, c'est cela depuis le CE1, CE2. Donc on pourrait en rire, on pourrait se moquer et sincèrement, il y a de quoi, mais j'en ai vraiment, vraiment souffert. Cette angoisse de ne pas être à la hauteur, elle était très forte puisque j'avais le sentiment, je te promets que c'est vrai Stéphane, qu'une seule mauvaise note pourrait avoir un impact à vitam aeternam sur ma vocation professionnelle.
Et ça, c'est pas très rigolo parce que j'étais toute petite et j'avais, je crois, à ce moment-là, un cerveau de grande personne. Mm. Et du coup, il y avait un décalage significatif. Et qu'est-ce qui fait que petit à petit tu réussis à en sortir? Parce que tu as quand même fait des études assez longues, Oui, quelques années après le bac, bac+5 au moins, si je me trompe pas. oui. Et, Mm. et qu'est-ce qui fait que petit à petit tu ressens ce déclic-là et qui te fait basculer sur quelque chose d'un peu plus positif? C'est une histoire qui est un peu triste, un peu sombre. Alors du coup, on Oh, rentre dans le vif l'ambiance! du sujet. Pourtant, je vous assure, hein, tout va bien dans ma vie, je suis heureuse. La raison pour laquelle j'ai cessé de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, Mm. de me morfondre sur ces petits aléas de vie et sur ces choses que je vivais comme anxiogènes, c'est tout simplement parce qu'à l'âge de 18 ans et de 18 à 20 ans, j'ai vécu une expérience extraordinaire puisque j'ai été co-responsable de mission pour Médecins du Monde. Et dans le cadre de ces fonctions, j'intervenais auprès des personnes qui se prostituaient sur Montpellier. Une action atypique dont on ne parle pas beaucoup, qui Mm. n'avait pas pour idée de dire s'il s'agissait ou non d'un vrai métier. C'était pour moi d'intervenir aux heures les plus sombres de la nuit auprès d'un public qui était maltraité, malmené, mis en grand danger, notamment par le proxénétisme. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi je te dis cela? Parce que après 2 ans où j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie dans cette mission humanitaire, j'ai perdu en une nuit 5 hommes, 5 femmes, 5 travestis qui ont été sauvagement assassinés. Et ce traumatisme extrêmement fort m'a poussé très loin dans mes retranchements, hein. J'ai fui Montpellier, la ville où j'habitais alors. Euh, Mm. mais, mais c'est là où quelque part ça explique mon histoire et ça répond à ta question. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic fondamental qui était que je me suis rendu compte que j'avais une chance extraordinaire et c'était celle d'être en vie. Et au nom de ces personnes à qui on a arraché la vie, j'ai décidé de me battre et d'honorer mes rêves et d'apprendre à apprendre le recul nécessaire pour appréhender mon quotidien sous un angle et un prisme différent. Et ça a été un vrai travail de fond, mais un vrai leitmotiv et une vraie vocation. Belle histoire, vraiment intéressant. Puis je pense que ça va jouer sur beaucoup de choses qui vont arriver derrière dans ta vie et notamment cet appétit pour tout ce qui est développement personnel, connaissance de Oui, soi et apprentissage aussi. Mais voilà, ouais. je me trompe? Non. Non, non, tu sais, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que lorsqu'on veut s'en sortir, lorsqu'on veut aller de l'avant, il faut pouvoir le décider. Et une fois qu'on le décide, qu'on décide de s'en sortir, il faut encore essayer de trouver les moyens pour y parvenir. Et c'est là où ton podcast, je trouve qu'il a une valeur incroyable, c'est que ça va en passer par une remise en question significative et une volonté d'apprentissage de la vie. On n'est plus là uniquement sous le couvert de la sphère écolière, on est dans quelque chose encore de complémentaire et qui Hmm. fait qu'il faut trouver les leviers pour apprendre à être une meilleure version de soi-même. On reste sur l'école, une dernière question parce qu'après on va Oui. passer sur un peu ton histoire de vie. Est-ce que quand même tu gardes certaines bonnes choses de cette partie école? Quel bon retour ou quelle chose tu gardes encore maintenant de cette Alors, partie-là? elle est très, très intéressante, ta question. Autant je pense, exécré l'école jusqu'au Désolé, tous baccalauréat. les enseignants qui nous regardent. Mais vraiment, mais pas du tout à cause d'eux. Pas du tout à Bon, cause d'eux. ça va alors. J'ai même rencontré des personnes vraiment attentionnées, vraiment bienveillantes. J'avais un professeur de mathématiques qui se moquait de moi justement pour ses angoisses, mais gentiment parce que je crois qu'il m'appréciait. Et non, donc vraiment à tous les professeurs, merci de veiller sur les élèves. C'est simplement une douleur intérieure qui Hmm. m'appartenait de cette peur de ne pas être à la hauteur de leur enseignement. Et ça, c'est assez terrible et c'est bêta en y repensant, mais à toutes celles et ceux qui nous écouteraient et qui ont vécu la même chose que moi, on s'en sort, hein. Peut-être pas très indemne, mais vraiment on s'en sort. Et en revanche, j'ai commencé à apprécier différemment
l'école quand je suis arrivée à l'université, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de contrôle continu. C'était des périodes, tu sais, sous le couvert de semestre, et cette angoisse en fait permanente, tu sais, de l'évaluation inopinée, celle-là, elle n'existait plus. Donc, je pouvais juste prendre plaisir à découvrir, à apprendre, à lire. Et donc, j'ai aimé ces années à la fac. Et je pense que j'ai adoré ma reprise d'études sur le tard à l'âge de 27 ans pour obtenir un double master quand j'ai décidé de créer mon entreprise. Et là, en l'occurrence, quand je suis allée à l'école, les enseignants me partageaient des informations et toutes me semblaient être pile pertinentes pour Hmm. le projet que je portais. Du coup, j'étais la plus vieille de ma classe, que je reprenais mes études, mais ça ne m'a pas empêché de savoir pourquoi j'étais là. Et l'apprentissage, bon sang de bonsoir, c'est une belle chose. Je m'arrête là, j'ai plus. Non, bref. Fin du podcast. Non, je voulais juste témoigner parce que moi j'ai vu ce côté bon élève de Cindy. Je peux me permettre? C'est vrai, dans quoi? On s'est vu sur un salon du livre la première fois qu'on s'est rencontrés. Et c'était le stand le plus organisé, le plus préparé. Il y avait des petits supports, il y avait même les petites fleurs, il y avait tout. C'était la meilleure élève du salon. Ça fait un peu psychopathe de la... Absolument de pas. s'affirmer. Non, mais tu rigoles, c'était la première fois de ma vie que je faisais un salon. Et j'étais tellement, mais tellement impressionné. Et je vais garder plein de trucs, hein, attention. J'étais Mais tellement tu peux. impressionné de ce que tu avais fait sur ton stand. Je me suis dit, mais ça, c'est un exemple à suivre. Voilà. Alors, je suis pas super élève, moi, dans ces trucs-là. Mais voilà, il faut s'inspirer aussi des bons Écoute, élèves. si ça t'a plu, ça va alors. Alors, tu as commencé à en parler un petit peu. On va parler d'entreprise. Puis, on reparlera aussi de la reprise d'études parce que ça m'intéresse un petit peu aussi de Oui, voir comment tu te sentais. On en parlait tout à l'heure aussi. Tu me dis, très tôt, j'ai eu envie de créer ma propre boîte. oui, 17 ans, 18 ans, si je me trompe pas, c'est tout dans à ces fait ça. moments-là. Qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on se dit, je veux déjà être ma propre patronne, avoir mon entreprise à moi? J'avais, je te le disais, cette étrange maturité qui fait que c'est presque étonnant. Je pense que jusqu'à l'âge de 23 ans, j'avais la maturité d'une personne de 40 ans et maintenant que j'en ai 40, Toujours à 23 je printemps. retrouve, mais non, je retrouve des moments d'insouciance et de légèreté. C'est assez paradoxal. Mais pourquoi à l'âge de 17 ans? Je sais pas, j'avais toujours cette espèce d'épée de Damoclès que je vivrais pas très longtemps. J'ai jamais su pourquoi. Et non, mais je te jure, je reviendrai pas en enfance, hein. J'ai pas été malheureuse, mes parents m'ont aimée. J'ai manqué de Message rien. passé quand même. Ah Voilà, les oui, papa, parents. maman, tout va bien. Mais j'étais pas j'étais pas une enfant enjouée. Je pense que j'étais assez éteinte à l'intérieur et j'avais besoin de donner du sens à ma vie. J'avais besoin de porter quelque chose à bras le corps et j'ai toujours eu au fond de moi cette espèce d'indépendance, de se dire, je me lève le matin, j'ai une idée, je la mets en action. Et ça fait déjà des années hein, que je le faisais de par les actions qui étaient les miennes. Et donc, créer une entreprise, c'était dans un coin de ma tête, quand bien même, Stéphane, en toute transparence, je n'avais pas la moindre idée de ce que serait Hmm, ouais. la thématique ou le secteur d'activité de cette entreprise. J'imaginais juste cette volonté de me lever le matin et de savoir pourquoi je le faisais. Hmm, waouh. Bravo. Non, mais c'est super intéressant. Tu as mis du temps. Tu as été assez Mm. patiente parce que tu as pris le temps de créer, de la mûrir, cette entreprise. J'avais une autre petite question parce que tu nous as dit tout à l'heure dans ta présentation, tu as quand même un profil un peu multipotentiel. Je ne sais pas si ça te parle, tu fais beaucoup de choses, ça me Oui, connaît, je te rassure. oui. Euh, au moins on est deux. Est-ce que déjà, toute jeune, tu avais cette curiosité ou cet appétit ou cette appétence, j'en sais rien, pour tout ce qui... Beaucoup de choses en même temps, Oui, peut-être de façon un peu plus modérée, un peu plus modulée. J'étais une grande sportive, j'étais une sportive dans Oui. l'âme, j'avais une passion pour l'athlétisme. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance de pouvoir participer au championnat de France dans la discipline, dans les disciplines qui étaient les miennes. Puis je me suis blessée, puis ça a été difficile pour moi de passer à autre chose. J'avais l'équitation, j'avais la convivialité du centre aéré dans lequel j'allais. J'aimais toucher à tout. Mais je pense que je me laissais moins la possibilité de m'exprimer
ou d'aller toucher de bout à bout d'autres choses parce que j'étais trop focalisée sur mes études. Mm. Toujours avec cette peur d'échouer. Donc, j'étais toujours concentrée sur le fait de travailler dur, d'apprendre mes leçons, d'être une bonne élève pour un jour capitaliser sur ce savoir acquis et être à la hauteur de ces engagements qui n'étaient pas encore tout à fait définis dans ma tête, mais de pouvoir y parvenir. Génial. Justement, si on avance un peu, comment tu crées ce projet qui va devenir tremplin carrière? Puisqu'on va avancer un petit peu rapidement jusqu'en 2013. Oui. Qu'est-ce qui se construit autour de ça et comment tu le construis? Et puis finalement, c'est quoi qui te fait passer à l'action? Alors, tout simplement, une nouvelle succession d'aléas, d'impondérables, de choses dont je me serais bien passée, mais qui aujourd'hui, avec le recul, ont complètement construit la personne que je suis. Je t'ai parlé tout à l'heure d'avoir fui lâchement Montpellier. J'avais passé un concours en parallèle pour intégrer une école de ressources humaines sur Toulouse, concours que j'obtiens avec les honneurs, tout va bien. Mais je déménage, j'arrive là-bas et entre-temps, je découvre effarée que la direction de cette école a changé et qu'ils estiment que mon profil, donc un master 1 de sociologie, n'est pas un master assez solide ou pris au sérieux pour que j'intègre leur école et ils réfutent mon entrée en classe et je me retrouve éberluée dans une région que je ne connais pas, dans un appartement à mes frais, où je vais me retrouver tout simplement sans école, sans travail, sans vraiment de connaissances autour de moi. Et je vais connaître là pendant 2 mois et demi, c'était une période difficile, c'était 2007-2008, la crise commençait à s'installer. Hmm. Et là, donc, je rentre dans une période de chômage. Et cette période de chômage, c'était insupportable pour moi parce que j'étais d'un tempérament plutôt vaillant. Depuis l'âge de 14-15 ans, déjà, je travaillais pour financer mes études. Et là, j'ai accepté ben, tout et n'importe quoi. Et j'ai accepté des métiers. Et puis, de choses en autre, je suis arrivée à cumuler 3 à 4 emplois. Je travaillais 13 jours sur 14 consécutivement. Je me levais à 5 heures du matin, je finissais à minuit. Ça a été extrêmement douloureux. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à connaître des choses que je ne souhaite à personne, notamment un management irascible. J'ai connu en suivant ben, un licenciement abusif. J'ai été exploitée de toutes les façons qu'il était possible d'être exploitée. Et à moins de 25 ans, j'étais déjà au prud'homme. C'est quelque chose qui relève d'une expérience douloureuse que je ne souhaite à personne. Et j'ai donc voulu m'en sortir. Et pour m'en sortir, j'ai décidé de trouver un autre travail qui m'a amené à devoir être là encore à la tête de nombreuses personnes. Donc le management, la communication sont devenus des éléments très importants pour moi. Et il se trouve que pendant cette rencontre professionnelle, ma supérieure hiérarchique croyait en moi, croyait à mon potentiel, m'a invitée à reprendre mes études. Elle a soutenu ce projet-là et j'ai donc décidé d'intégrer cette école de management dont je te parlais tout à l'heure dans le cadre d'un double master. Et il se trouve que pour payer ceci, j'ai obtenu un contrat de professionnalisation dans une Hmm. entreprise. J'ai connu la mise au placard où mes collaboratrices de l'époque ont tellement souffert du comportement de notre responsable que l'une a été arrêtée, je te le dis vraiment avec mon plus grand sérieux, non pas 6 jours, mais 6 ans et demi, dans l'incapacité de retravailler. Et l'autre jeune femme, 2 ans et demi. La seule chose qui a fait que, poussée dans mes retranchements, ce harcèlement était tellement, tellement violent que je crois que si je m'en suis sortie, c'est parce que j'avais déjà vécu médecin du monde, parce que j'avais déjà été éprouvée dans la vie et que j'avais ce projet de créer mon entreprise. Et là, de fait, la question ne s'est même plus posée. Hmm. Je voulais être capable, à mon humble niveau, d'accompagner des dirigeants d'entreprise à lutter finalement contre tous ces affres de la vie professionnelle que l'on peut faire volontairement ou maladroitement. Et c'est en ce sens que ce projet est devenu un leitmotiv de chaque instant. Une sorte d'effet Pygmalion pour Ouais, combattre l'effet golem, comme on pourrait dire. Euh, exactement. c'est important ce que tu disais tout à l'heure parce que effectivement, il faut que les gens, il faut. Alors, il faut, j'aime pas les il faut. On va oublier les il Oui, faut c'est parce vrai. que voilà, mais on a tous tendance à le faire. On tombe dedans, je prends. Mais c'est vrai que croire en quelqu'un, c'est quelque chose qui fait grandir les gens et Oui. certains managers parfois oublient cette partie-là.
Parfois, certains managers sont un petit peu, on va dire, ce qu'on pouvait dire à l'ancienne, mais c'est même pas forcément ça, en pensant que le management par la peur ou le management par la Oui. contrainte, c'est pas forcément ce qui obtient les meilleurs résultats. Et ça, c'est important. C'est Mais important. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup j'avais fait mon mari, enfin, l'homme à qui je vivais, qui est devenu mon mari entre-temps, compter mes business plans. Je crois que j'en ai fait 22 et celui-ci, en pleine carrière, il l'a appelé le 22e bis. Parce que des hypothèses, des business plans, j'en ai fait à tire-larigot. Ça me faisait vibrer. Je rêvais à travers ces projets qui étaient encore fictifs. Et puis celui-ci, il prenait son sens. Il était en réponse avec ces années de, de difficultés. Et donc, je regrette rien de tout ça, rien, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai cette force de caractère, eu égard à toutes ces choses qui m'ont aussi forgé. Bien sûr, bien sûr. On parle de la reprise d'études, justement, parce que Avec ça, plaisir. c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui nous écoutent. Donc, tu as 27 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, Euh, et tu te dis, là, c'est bon, là, je reprends mes études parce que ça va m'aider à franchir un cap. Tu nous parles un peu de cette période et surtout de quels petits tips tu pourrais nous donner là sur justement quand tu t'es remis. Le tips de la bonne élève, là, les tips de la bonne élève, ça serait quoi? oui. Ah, l'assiduité, déjà, là, mais c'est Ouais. vrai, hein, l'assiduité, parce que quand j'étais à l'université, moi, ça m'avait dérouté. Tu sais, en première année, on est 800 sur les bancs des amphithéâtres. Hmm, Au bout d'un mois, on est 400. Au bout de 3 mois, on est 200. Au bout de 6 mois, on est 100 pelés qui se battent en duel. Et on finit l'année à 60 personnes sur les bancs de hmm, l'école. Et, euh, et ça, ça se vit moins dans les écoles supérieures, hein, les écoles privées, puisqu'il y a un encadrement des feuilles de présence. Mais il n'en demeure pas moins que l'assiduité, ton engagement dans les groupes de travail, dans l'interaction que tu peux avoir avec tes professeurs, avec les enseignants, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est capital. Pas juste venir consommer de la matière ou de la discipline, mais savoir pourquoi on le fait. Et cette hmm. reprise d'études, elle s'inscrivait vraiment dans l'option de cette école qui était le management et l'entrepreneuriat. Donc, je suis vraiment allée chercher de quoi asseoir ma posture de future dirigeante. Et alors, comment ça se passe quand on a 5, 6, 7, 8 ans de plus que ceux qui sont à côté de toi? Mais c'était rigolo et parfois un peu étrange. Parce que j'écoutais parler, et ça c'est vrai que parfois certaines écoles ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font miroiter aux étudiants. Hmm, Le fait que s'ils obtiennent un bac plus 5, qu'ils vont être les rois du pétrole et que de fait ils pourront négocier des salaires mirobolants et sous le couvert d'un statut reconnu et sous le couvert d'heures très modulées. Et moi qui avais vécu déjà une bonne dizaine d'années d'expérience, je leur disais attention, attention, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est dit, apprenez à vous battre, à trouver votre place, à avoir hmm. et à obtenir l'expérience requise pour être en suivant légitime et pouvoir négocier de meilleures conditions de travail. Donc j'étais un petit peu pas la maman, je m'en serais bien gardée, mais parfois j'étais un petit peu la personne qui venait replacer en contexte certains éléments qui me semblaient un petit peu utopiques, quand bien même j'étais une personnalité très positive. Est-ce qu'après coup, tu pourrais dire que apprendre à l'âge adulte, quand on a 27 ans, c'est plus facile, ou en tout cas réapprendre à l'âge adulte, c'est plus facile que quand on est à l'école? Pour moi, Ouais. oui. Pourquoi? Parce que quand tu sais pourquoi tu choisis une matière, une discipline, quand tu sais Hmm, pourquoi tu choisis ton parcours, quand ça a du sens, mais tu y vas avec l'envie de découvrir. Je pense que j'ai été un peu plus en difficulté jusqu'au bac parce que l'on m'apprenait des matières qui étaient un petit peu moins concrètes pour mon cerveau, pour ma façon de penser. J'aurais aimé qu'à l'école, au lieu de m'apprendre les mathématiques sous le couvert d'une craie écrite au tableau, qu'on m'apprenne les additions, je ne sais pas, ou les soustractions, en me vendant une fausse baguette de pain avec un faux billet, de la fausse monnaie, pouvoir pratiquer. J'aurais pu me
mieux sans doute me projeter. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans les études supérieures, c'est que derrière tout ce que j'apprenais avait un sens avec ce que je souhaitais en suivant mettre en Hmm. lumière. Donc surtout, moi je dis toujours aux personnes qui viennent me voir et qui ont un certain âge que le cerveau, il est malléable à souhait et que, indépendamment de l'âge, on peut apprendre et jamais, jamais se dire je suis trop vieux. C'est quelque chose que le cerveau va prendre pour argent comptant, mais qui est tout, sauf, je le crois, une réalité. Tout à fait d'accord avec toi et j'ai à peu près le même public face à moi et j'ai à peu près le même discours. Donc, on est raccord là-dessus. Alors, on y arrive à tremplin carrière. Je me doute que créer une entreprise, c'est pas forcément le plus simple. Il y a probablement des obstacles à surmonter, peut-être même des échecs. Euh, Quels apprentissages on en retient? Et je vais faire un petit coucou à Michel Coury. L'échec, c'est de l'apprentissage. Mais, Oui. mais justement, comment on surmonte ça et qu'est-ce qu'on en retient en fait de ces obstacles ou de ces défis? Pour moi, l'entrepreneuriat, par définition, c'est le fait d'essayer de franchir des obstacles, de franchir des murs et finalement, parfois, de faire un pas en avant et bien souvent d'en faire trois en arrière. Cette année, j'en suis à mes 11 années d'exercice. Mm. Euh, et la dernière année, celle sur les 10 ans, a été la plus dure de toutes celles que j'ai eu à vivre parce que ce pourquoi je me suis battue pendant 10 années, une simple loi a bousillé mon business model et tout a été à reconstruire, tout a été Mm. à remodéliser. Et c'était très éprouvant parce que depuis 10 11 ans, je travaille 80 heures par semaine en lien avec les différentes casquettes qui sont les miennes. Et donc, il y a un moment donné où on n'est pas des super-héros et somme toute, ça demande une énergie intellectuelle que de se repositionner. Et donc, ça a été une année délicate, délicate physiquement et intellectuellement. Et tu vois, là, on est au mois de janvier, au moment où tu as la gentillesse de m'interviewer, et je suis emplie de beaux projets. Ça y est, c'est revenu, la niaque, la Mm. motivation, la combativité. Je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas, mais je sais que se relever, faire fi des difficultés, comprendre que la vie, pour moi, c'est le port aventura des émotions. Il y a des hauts, il y a des bas, et comprendre que tout n'est pas un long fleuve tranquille, ben, c'est un élément clé, je le crois, pour être dans la pérennité. J'ai presque envie de m'arrêter à chaque fois, de prendre le temps. Non, non, mais c'est génial, je te suis, je te rejoins et je pense que ça va toucher beaucoup de monde parce que on est tous à peu près dans ce modèle-là. Parfois, on a toujours du mal parfois à accepter aussi nos moments Oui. moins bien, nos Mm. moments plutôt down, mais ils font partie de la vie, effectivement. Et voilà, profiter des moments où on est tout en haut et puis les moments down, il faut apprendre des choses aussi. Oui. Ça nous aide à mieux vivre. Euh, Parlons justement toujours de toutes tes activités. Qu'est-ce que tu proposes et quelles sont ces multiples activités que tu peux proposer autour de Tremplin Carrière? Parce que je pourrais faire la liste, mais je l'ai déjà. J'aimerais bien que tu nous en parles, toi. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs, hein? Tu as vu, hein, je suis Ah bon, hein. non, franchement, Mais je dis chapeau. je préfère que ce soit toi qui nous explique un petit peu tout ce microcosme en fait que et tout ce que tu peux proposer dans ce monde-là. En fait, tout à l'heure, tu disais multipotentiel. C'est toujours ça me fait sourire, ce terme-là, parce que je ne sais pas si j'ai beaucoup de potentiel. En tout cas, être multiple dans ma tête, ça, c'est sûr. C'est Des fois, il faut arriver à vivre avec soi-même, mais bon, ça, c'est pour la boutade. Je crois que j'ai une vocation depuis longtemps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me fait, rien que de t'en parler, moi, ça me fait sourire. C'est de transmettre, d'insuffler une énergie positive et constructive qui puisse offrir à des gens motivés de se prendre par la main et d'aller de l'avant, de faire fi justement de ces obstacles dont on parlait pour pouvoir bien, réaliser ou se réaliser dans un quotidien perso-professionnel épanouissant. Et du coup, ces différentes casquettes qui pourraient paraître aléatoires, pour moi, elles sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Sous le couvert du consulting, je peux intervenir sous le prisme de la motivation, de tous ces Mm. mécanismes du cerveau qui nous apprennent à
voir le verre à moitié plein quand il est à moitié vide, qui permettent de se remobiliser quand on est entrepreneur pour aller de l'avant et perdurer indépendamment des difficultés. C'est aussi de se dire qu'à un moment donné, parfois on se lève et on ne sait plus pourquoi on fait ce que l'on fait. On aspire à un nouveau projet, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Et mon rôle est de pousser dans les retranchements avec la plus grande bienveillance les gens que je rencontre Mm. pour leur offrir de maturer un projet ambitieux qui corresponde à leur personnalité. Pour les managers, de fait, quand ils sont amenés à évoluer, à gravir les échelons, à asseoir leur posture managériale, à leur permettre les tips requis pour être à la hauteur d'une communication qui soit adaptée à la gestion d'une équipe. Tout ceci, c'est sous le couvert du coaching, de la formation, d'un accompagnement collectif ou individuel. Mais au-delà de cette casquette, bien être chroniqueuse radio, les thématiques qui sont les miennes sont sur le management, sur le développement personnel, sur la gestion de conflits. Et, et de fait, c'est une façon pour moi de véhiculer du savoir auprès des gens qui me font tout simplement confiance. Il est une deuxième radio sur laquelle j'interviens, sur tout ce qui relève un des mécanismes du cerveau pour être motivant et, et tout simplement dans une dynamique positive. Et bien là, c'est raccord avec tout simplement cette casquette de conférencière. Mm. Puisque pour moi, être sur le devant d'une scène et partager auprès d'un large public, c'est quelque chose qui me mettrait les larmes aux yeux quand je suis face au public, tellement ça m'émeut. Et c'est bien beau de parler, mais j'ai cette passion pour les mots, mais pour les mots à l'écrit. Et donc, de fait, transmettre, insuffler, véhiculer des messages, eh bien, ça, j'ai la chance de pouvoir le faire au travers d'ouvrages sur le développement personnel et de romans sur le thème du rebond et de la reconstruction. En montant à chaque fois maintenant. Je t'épuise Non, pas, je me rends compte que juste je pour te parle. dire non, parce que ton énergie est communicative. Et la première phrase que tu as dit, c'est que j'aime transmettre mon énergie. Et je te promets, j'espère aussi que les gens le ressentiront, mais moi je suis en live avec toi et je le ressens vraiment. Donc ça, Gentil. c'est très important. Euh, alors justement, on y arrive. Comment on devient chroniqueuse radio et surtout, qu'est-ce qu'on y apprend de nouveau? Parce que forcément, je me doute bien que chaque activité a son lot d'apprentissage, a son lot de découvertes. Euh, c'est quoi la découverte et l'apprentissage du métier de chroniqueuse? Alors, c'est déjà te dire que pour être arrivée à devenir chroniqueuse radio, c'est un concours de circonstances, puisque j'ai écrit mon premier ouvrage, et ce premier ouvrage, dans le cadre d'un communiqué de presse national, a été envoyé aux journalistes, et un directeur de radio a réceptionné ce document et a eu la curiosité de m'inviter sur sa chaîne. Et il m'a demandé de me présenter et quand je lui ai dit quelles étaient mes différentes casquettes, il m'a dit, mais Cindy, on n'a jamais eu de chroniqueur sur ce sujet-là. Est-ce que tu accepterais de concevoir des chroniques pour nous? Et là, je n'avais pas la moindre idée de comment on s'y prenait, mais je lui ai dit oui. Et à partir de là, une fois que j'avais dit oui, j'étais bien embêtée parce qu'il me fallait bien être capable de créer du contenu. Et là, c'est un mécanisme formidable parce qu'il faut faire attention à ton temps. Autant dans nos podcasts respectifs, on n'est pas à la minute près, autant là, on est sur des formats très courts où il faut être en capacité que les mots choisis soient accessibles pour un large panel d'auditeurs. Il faut que ce soit rythmé, cadencé. C'est aussi un apprentissage parce que le fait d'articuler, le fait de savoir comment on peut éviter, tu sais, les petits bruits de bouche un peu pâteux pour pas que ce soit agressif pour les gens qui nous écoutent. Et toutes ces choses, ça s'apprend. J'ai fait des recherches, j'ai écouté, j'ai comparé, et puis j'ai décidé d'y mettre ma patte, que j'étais moi. Et puis Mm. petit à petit, je me suis, je l'espère, améliorée. Et aujourd'hui, sur une radio, on va bientôt tendre vers les 200 chroniques tout de même, donc il faut pouvoir se renouveler. Et sur la seconde, qui est un peu plus récente, je dois être à 70, quelque chose comme ceci. Wow. Voilà. Wow. Et alors, Miss Pyrénées? Alors, moi, c'est vrai que je te suis quand même un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis quand même, elle est très souvent avec les Miss, voilà, donc.
Alors Et pourquoi? alors, comment on en vient à animer, à passer sur scène cette fois-ci, puisque c'est encore une. Je discutais Notre avec Anne Van casquette. Den Ouais. Sande, ça sera d'ailleurs le podcast qui sortira juste avant le tien. Anne, qui est aussi maître de cérémonie et qui fait beaucoup de, justement, de présentation et d'animation, comme ça. Et je discutais avec elle, elle me disait, ça s'apprend, ça aussi. Donc, comment tu le vois, ça, ce métier-là, celui-là, un de plus? Alors, là encore, alors tu te souviens du oui que j'ai dit au directeur de Oui, radio? Eh pareil. bien, j'écris des chroniques et j'en écris une sur la prise de parole en public. Une. Et, et dessus, comme quoi des fois c'est assez fou, elle est entendue par la dame qui est aujourd'hui la déléguée régionale du comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France. Elle entend ma voix, elle entend la chronique, elle appelle le directeur de radio et elle lui dit, ce jeune, je la veux pour coacher mes Miss. Le directeur de radio m'appelle et me dit, Cindy, est-ce que tu voudrais coacher des Miss? Alors moi qui suis un garçon manqué, je me demandais bien ce que j'allais pouvoir leur apporter. Et bien sûr, c'était sur l'élocution, la gestuelle, la prestance. Donc j'ai accepté. Et comment j'en suis arrivée animatrice micro? Ben, pour la bonne et simple raison que le Covid a reporté nombre des élections Hmm, départementales et l'animateur historique de la région, qui était déjà en intervention sur d'autres régions en parallèle, ne pouvait plus être au four et au moulin, puisque toutes les dates se sont retrouvées de fait en en même temps, simultanéité. ouais. Et là, eh bien, la déléguée régionale m'a appelée, m'a dit, Cindy, écoute, ça fait 2 nuits que je dors pas de savoir qui c'est que l'on pourrait trouver, mais en fait, je l'ai sous les yeux, ma solution. Tu coaches les Miss à prendre la parole en public. Vas-y, prends-la, tiens. Eh bien, tiens, prends le micro et monte sur scène. Et elle m'a fait l'un des plus beaux cadeaux qu'il m'a été donné de recevoir parce que quand je suis sur scène, alors que j'ai le palpitant qui est sur le point d'exploser en amont des rideaux et du générique Miss France, une fois que je suis sur scène, je suis heureuse, je suis épanouie. Je respire, je crois, en tout cas à l'intérieur, le bonheur. Et c'est un exercice à part entière, hein, parce que là, tu dois fédérer des salles de 500 à 1200 personnes en moyenne. Et il faut enchaîner pendant 3 heures le show, être dans la fluidité, avec un esprit de coordination très important en amont, parce que tu montes pas Hmm, sur scène comme ça sans avoir quelques et surtout pour moi, c'est de rendre ces shows humains et chaleureux et pas que les candidates soient uniquement présentées sous le couvert de numéros. Donc ça veut dire que derrière, ben, je crois qu'il faut être dans l'humain, dans l'écoute, dans l'observation, dans la compréhension. Et je trouve que cette casquette-là, ben, c'est un véritable échappatoire et c'est beau. Donc, tu pourras saluer la dame que tu as interviewée juste avant moi. Anne, Je voilà, Anne Van respecte Den son Sande. travail. Ouais, c'est un vrai beau métier. Comment tu arrives à franchir ce petit pas justement où tu as le cœur qui bat? Alors, je sais, t'as pas le choix de toute façon, donc tu es obligé de monter sur scène. Mais est-ce que tu as des petits tips justement là qui te Oui. permettent justement de franchir ce pas? Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Déjà, à partir de 6 heures le soir, tout le monde rit parce que je suis associable. Moi qui suis très souriante. À partir de là, j'ai l'angoisse, j'ai plus faim, je suis pas sereine. Mais juste avant de monter sur scène, il y a plusieurs choses que j'opère. C'est d'une part de réviser les premières phrases, de les répéter, de me visualiser sur scène, de faire semblant de tenir un micro, de relever le buste, de relever les épaules, de m'ancrer dans le sol et de porter ma voix. Et de la même façon, c'est de me répéter que je sais le faire, que je peux le faire et que je vais Hmm, le faire. Et je décide d'insuffler à mon cerveau la positivité requise pour qu'il ne tergiverse pas trop et qu'il soit enclin, le moment venu, à être à la hauteur de la scène, du public et de l'enjeu. Donc, il existe, oui, toute une petite panoplie successive de choses que je mets en place pour espérer rentrer avec la dynamique requise. Et ce qui me fait le plus peur, c'est de manquer mes 3 premières phrases. Si je rentre en fluidité, c'est plus rassurant en suivant. hmm. Oui, après, t'es dans le flow, on va dire ça Oui, comme ça. Et oui, après, tout à fait. ça se laisse partir. Ouais. Ok, Ouais. parlons écriture. On va conclure la grande, l'univers, Sylvie Trier. Dit comme ça fait. C'est beau, hein, t'as vu ça? Ouais, j'épuise mon mari, mais je sais vraiment pourquoi, tu vois. Là, tu le mets Ah, bien mais en dis donc, il y a du perspective. chemin à parcourir. Ouais. Alors,
premier livre, 2017. Oui, Audace, enthousiasme, persévérance, les clés de les la clés de réussite. la réussite. J'ai Bravo, fait mes devoirs. bravo. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre et c'est quoi l'élément déclencheur aussi dans ce... J'ai, j'ai J'ai toujours eu cette envie d'écrire, toujours. Je Hmm, pense que mon refuge quand j'étais plus petite, quand j'étais mal dans ma peau, dont je te parlais, cette ouais. période peu sereine, je me souviens d'une vieille machine à écrire, on n'avait pas encore les ordinateurs, sur laquelle je tapotais, je tapotais, je tapotais, j'avais mes petits journaux intimes. J'ai ce souvenir d'une Cindy boudeuse, renfermée, mais toujours avec un stylo à la main. Et quand j'étais plus jeune, j'écrivais énormément Hmm, de poèmes et j'ai participé à beaucoup de concours de poésie qui m'ont fait d'assouvir cette passion pour les mots. Et puis en suivant, c'est de se dire, ben, je transmettais à l'oral, mais je me rendais compte que en termes d'apprentissage, tu sais, le cerveau, il filtre, il entend, il comprend, mais parfois la vie reprend son cours et on oublie ce qui nous a été hmm. transmis et communiqué. Et j'avais donc l'envie de d'écrire quelque chose qui relève d'un support que l'on pourrait poser sur sa table de nuit et qui offre de se remémorer eh bien, des conseils, des astuces, des recommandations extrêmement pratico-pratiques qui puissent accompagner en bonne intelligence le quotidien. Et donc, tu vas en écrire quelques-uns comme ça sur le développement personnel, on va dire, sur la grande famille du développement personnel. Oui, Et puis vient l'idée du roman. oui. Je vais peut-être un peu vite parce que tu as peut-être d'autres choses sur cette partie développement, parce qu'il Non, y a quand non, même plusieurs c'est bouquins, bien. mais c'est ce qui m'a, quand on s'est rencontrés, c'est ce qui m'a interpellé, si j'ose dire, c'est de se dire, Mm, c'est une autre façon d'aborder ces thèmes, parce que malgré tout, tes romans portent aussi sur des développements, ou en tout cas de la résilience, et des choses mm. de la vie, voilà, fortes pour nous. Euh, et je trouve l'idée de mixer les deux, voilà, je trouve ça génial, et c'est vraiment ce qui m'a interpellé. Comment toi, ça t'est venu, et comment tu développes ça? C'est jolie histoire, là. J'ai eu une maman qui a toujours cru en moi, qui a toujours cru en mes aptitudes rédactionnelles. Et c'est assez déroutant parce qu'une maman, on le sait, c'est pas très objectif. Mais pour autant, elle a toujours cru en cette capacité qui pourrait être la mienne à écrire des histoires. Et lorsque j'ai eu la modeste fierté de lui dire que j'avais écrit 2 livres, elle m'a dit, écoute, ma fille, c'est bien beau, tes faux livres, mais c'est quand que tu en écris des vrais. Oh, Et là, du coup, c'est rude. je sais pas si je devais tourner de l'œil, prendre un fou rire. Maman, elle est très cash, elle dit les choses comme elle les pense, mais c'est surtout que de ce que ça voulait dire dans ce mot, dans sa bouche, c'était que pour ma maman, un vrai livre, ce n'est rien d'autre qu'un roman. Une Ouais. BD, un manga, un livre de développement personnel, ce ne sont pas des vrais ouvrages pour elle, ce sont des romans. Et c'était sa façon toute maladroite, mais pleine d'amour, de m'inviter à écrire. Et pour la jolie petite histoire en parallèle, c'est que cela faisait 10 années que j'étais en vie commune avec l'homme qui est devenu mon mari depuis lors. Et au lieu de m'offrir des roses, au lieu de nous offrir du parfum, au lieu de m'offrir des fleurs, il nous a offert de donner notre nom à une étoile. Je savais Waouh, même pas que ça existait. J'ai trouvé ça tellement bravo. mignon, ouais, que je l'ai regardé et au lieu de lui dire merci comme une andouille, je lui ai dit, mon chéri, si un jour j'écris, ce sera là le titre de mon premier roman. Et c'est resté dans ma tête entre cette volonté de Hmm. d'honorer le rêve le plus fou de ma maman et ce titre dans ma tête et j'ai donné son nom à une étoile dont j'avais pas la moindre idée de comment j'allais l'exploiter, mais c'est devenu un incessant cheminement dans ma tête et je me suis mis à poser carte sur table, à me laisser aller et là, ça a été une révélation. Hmm. Écrire, c'est un moment où je suis calme, où je suis pondérée, où je suis dans la retenue, où je me plonge complètement dans mes personnages, où plus rien n'existe autour. Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Et je ne le regrette pour rien au monde parce que jamais j'aurais imaginé avoir le succès que ce premier ouvrage a eu et qui a légitimé tout mon travail d'auteur en suivant. Donc, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Je ne connaissais même pas les codes de l'écriture d'un roman, mais je l'ai fait avec que j'étais et ma foi, ça a joliment marché.
plutôt bien marché. Tu me disais justement, c'est une période particulière de ta vie quand tu écris ces romans. Tu as on va dire, un process particulier ou en tout cas des lieux, des moments. Enfin, il y a quelque chose de particulier qui se passe à ce moment-là où tu te crées une bulle. Comment tu fonctionnes? C'est viscéral. C'est à l'instant T, j'ai une idée. Et le problème, Stéphane, c'est que cette idée, elle est souvent là et elle me semble toujours pertinente quand c'est entre 3 heures et 4 heures du matin. Donc, du coup, j'ai une technique bien à moi. Je fais la technique du rouleau de printemps. La technique du rouleau de printemps, c'est je suis dans mon lit et pour pas réveiller mon mari, je m'emmitoufle sous la couette, je fais un roulé-boulé, je prends le téléphone et je fais comme si je m'écrivais un mail avec Mm. la lumière, tu sais, qui est la plus en douceur sur le téléphone et je me laisse aller à l'écriture. Et donc, c'est souvent la nuit sans le vouloir. Très souvent dans les rares vacances que je m'octroie. Mes vacances, en réalité, c'est l'écriture. Et si j'ai 2 ou 3 week-ends dans l'année qu'il me reste, c'est pour écrire. Et là, à 5 heures du matin, je suis debout et je ne me rends pas compte que jusqu'à 1 heure de l'après-midi, je n'ai pas levé les yeux. Et il n'y a pas vraiment de Wow. process, il y a une espèce de passion qui m'anime et je me rends plus compte du temps qui passe. C'est important ça parce qu'on en parle souvent aussi en termes d'apprentissage. Il y a des moments. Il y a des moments où on est plus apte alors à écrire ou à apprendre et on a tendance parfois à l'oublier, ça. Oui, Et se faire confiance, se connaître, savoir quand est-ce qu'on est productif, quand on l'est moins. c'est très C'est quelque vrai. chose d'important, hein. C'est C'est quelque chose très vrai. d'important. Et tu sais, même il m'arrive parfois de mettre plus de temps quand je rentre d'une prestation, quelle qu'elle soit, quand je rentre d'une entreprise où j'interviens, je mets le clignot parce que j'ai une phrase, un paragraphe, quelque Mhm. chose qui me vient. Et je sais que si j'attends d'arriver jusqu'à la maison, c'est probable que la finesse ou la justesse de ce que je voulais écrire s'évapore. Alors, dès que je trouve un bas-côté, les gens doivent voir ma voiture floquer, tremplin carrière en permanence, sur tous les recoins de nos routes du Gers. Mais c'est que là, je suis en inspiration. Donc si vous voyez la voiture de Cindy, c'est le moment où elle écrit. Donc C'est ça. Là, ne me dérangez pas, laissez-la je suis faire, en laissez-la faire. concentration. Ah, moi, je t'avoue que j'ai des idées sous la douche. Alors moi, c'est un peu difficile d'aller chercher mon téléphone sous la douche, mais bon, je... Ah là, il te faut un kit waterproof, là, à ce Ouais, moment-là. voilà, je réfléchis. J'ai une question qui me vient comme ça, mais c'est naturel parce que tu me parles de toutes tes activités. Euh, Comment tu arrives à garder un équilibre, toi, dans ta vie? Je sais que ça te nourrit, je le sais, mais c'est pas facile de l'extérieur, je pense, hein. C'est la question peut-être la plus dure que tu m'aies posée. C'est tout à l'heure, je mangeais avec mon mari qui me dit arrête de faire ton surf. Je le regarde, je lui dis mais en fait, pourquoi tu me dis surf? Et c'était sa métaphore à lui pour dire que normalement on a la tête dans le guidon, mais moi que mon guidon il est carrément Branché. branché sur mon cerveau. Et comme j'aime les animaux, la métaphore voulait dire, Cindy, repose-toi, souffle. Ce podcast, tu vois que je suis en train de créer, demande une organisation, un apprentissage à part entière. Bien sûr, J'étais bien jusqu'à sûr. minuit hier soir. Ce matin à 6 heures, j'étais déjà debout pour pouvoir parfaire les éléments. C'est pas simple. C'est pas simple. L'équilibre, euh, il faut le dire aussi, il faut être honnête et transparent. Je n'ai pas d'enfant. Sans doute que ce rythme est même très anxiogène pour moi parce que j'aurais peur de ne Hmm, pas être presque en capacité de pouvoir prendre soin correctement. Donc non, il n'y a rien qui est simple, il n'y a rien qui est une évidence, mais ce qui me fait tenir la cadence, c'est cette passion. Et c'est la raison pour laquelle l'année dernière a été aussi éprouvante pour moi physiquement et intellectuellement parce que je ne savais plus où aller, où placer mon hmm, énergie à bon escient. Et cette période de repositionnement a été éreintante. Je sais le cacher, je sais prendre sur moi, mais l'équilibre, j'invite vraiment tous tes auditeurs à le trouver somme toute. Tu disais parfois prendre un peu du recul, prendre un peu de la hauteur pour pouvoir se poser les bonnes questions et réapprendre sur soi. Et moi, je sais que j'ai encore un travail joli à faire, hein, significatif sur le lâcher-prise et sur le fait de pouvoir hmm. équilibrer un peu plus vie pro, vie perso, avec une chance extraordinaire, c'est d'être magnifiquement soutenue par mon époux qui me suit dans toutes mes aventures. Et pour ça, je le remercierai jamais assez, parce que rêver grand,
on rêve pas seul. Il faut que l'on ait aussi la chance de pouvoir le partager avec des gens qui croient en nous. Et Bien ça, sûr. ça vaut de l'or. On se rapproche de la fin. Cindy, j'ose même pas te poser la question parce que j'ai toujours une question à la fin sur les projets les projets de mes intervenants. Alors oui, si tu peux nous parler un petit peu plus longtemps du podcast qui sort dans les prochains jours, et puis peut-être s'il y a un autre petit projet. Je suis sûr qu'il y en a 12. On va dire le principal. Là, il y en a deux. Il y en a deux. Le premier, et celui-ci, il est vraiment novice, puisque la première émission filmée sortira donc au moment où on se parle dans Mhm. 2 jours. Donc, c'est vraiment tout neuf et ce projet, il y a tout à, tout à créer, puisque là, pour le coup, c'est assez ambitieux, hein. Les coulisses de l'audace, ça s'intitule. C'est aussi d'avoir le cran d'aller démarcher des personnalités se sont donné les moyens de réaliser des choses totalement atypiques et déjà de trouver le courage, la légitimité requise, d'imaginer avoir la crédibilité requise pour solliciter des personnalités, c'est déjà un défi à part entière. Parce que si tu savais le temps, l'énergie, et tu le sais, hein, Oh pour oui. démarcher, pour relancer, pour que les gens croient en ce que l'on est, en ce que l'on porte, en ce que l'on souhaite insuffler, donc, ce projet est un projet de taille. Et puis, le deuxième, c'est celui d'une vie, je crois. C'est d'avoir cette chance que l'on me fasse suffisamment confiance pour être au devant de scènes importantes, Mhm. pour transmettre tout ce qui relève de l'optimisme et de la résilience dans le cadre de conférences poignantes, inspirantes et motivationnelles. Génial. Le podcast, on peut donner quelques infos sur où le trouver, le voir, ou on On mettra le lien peut-être aussi, mais C'est adorable. On peut le retrouver sur ma chaîne YouTube Cindy Trière, Tremplin Carrière, où là, les extraits, enfin, l'émission complète sera positionnée, ou sur mes profils Instagram, Facebook et LinkedIn pour ok. pouvoir en retrouver quelques extraits. Et là, je peux te l'annoncer, le premier invité n'est autre que le grand gagnant de The Voice, Aurélien Vivos, qui était magasinier dans une première vie et qui, eu égard à sa volonté de réaliser son rêve d'artiste, a accepté de Hmm. se mettre en danger pour sortir de cette routine. Pour pouvoir initier quelque chose de surprenant. Et il m'a fait confiance, il est venu, ça a été une magnifique rencontre. Et je crois que c'est pourquoi on fait des podcasts, c'est pour rencontrer des gens qui nous mettent un baume au cœur immense. C'est tellement un plaisir de pouvoir échanger. Et j'ai pris beaucoup de plaisir justement dans cette interview. Merci. On mettra le lien du podcast de toute façon à la suite justement de cette interview. J'ai la dernière question qui est une question que je pose à tous les invités. Je Je pense t'écoute. qu'elle... Vas-y. Qu'est-ce que toi, Cindy, tu as appris récemment? Quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Et qu'est-ce que tu en retiens? Que même quand on a le sentiment d'être au bout en termes d'énergie et de volonté, si on creuse un peu, on a la force inopinée de faire de plus grandes choses encore. Je crois que c'est ça que j'ai appris. Je dis plus rien. Merci beaucoup, Cindy. Merci. C'était un plaisir. Partagé. Je laisserai toutes les informations donc, pour que les gens puissent suivre le podcast et avoir accès à tout ce que tu peux proposer en termes de services. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. À très Merci, bientôt. Cindy. Au revoir. Au Merci revoir. Stéphane. Au revoir.